Le rouge à lèvres est-il féministe? C'est la question qui nous vient à l'esprit à la lecture de cet ouvrage original qui nous raconte comment le rouge à lèvres a traversé notre histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Bonjour à tous, je suis Joseph Marchand de la chaîne Cogitation. Je vais vous présenter aujourd'hui La folle histoire du rouge à lèvres, le livre de Rachel Kahn et Christophe Faure, publié en 2023 aux éditions Herscher. Les deux auteurs ne font pas profession habituelle d'écrivain. Rachel Kahn est productrice de magazines et documentaires pour France Télévisions et pour Arte. On lui donne notamment l'excellente émission Ce soir ou jamais, qui a été présentée par Frédéric Tadei entre 2006 et 2016. À une époque révolue où les services publics autorisaient encore sur ces réseaux un certain pluralisme. Par ailleurs, Rachel Kahn avait publié un livre en 1997 qui s'intitule Adieu Béchar, un roman qui se déroule en Algérie à l'époque de l'indépendance. Quant à Christophe Faure, il est auteur et scénariste de séries télévisées. Il a notamment participé à l'écriture de Kaamelott et Caméra Café. Il ne s'agit donc pas de la poursuite d'une œuvre magistrale par des intellectuels de profession, mais plutôt de la composition ponctuelle de créateurs talentueux. Un beau livre écrit à quatre mains. Le premier phare à lèvres connu est extrêmement ancien. Des archéologues en ont découvert des traces dans le cimetière royal de la Cité Dure, en Mésopotamie, l'actuel Irak. Déjà, il y a 5000 ans, Pu-Abi, la magnifique reine sans roi, la déesse vivante de l'antique Sumer, arborait déjà fièrement le rouge à lèvres, symbole de son pouvoir et de sa divinité. Plus proche de nous, il y a 2000 ans, la reine Cléopâtre, amante de Jules César et de Marc-Antoine, portait le rouge en toute occasion. La belle Cléopâtre, reine légendaire d'Égypte, séductrice et cultivée, s'applique un rouge vif qui fit tourner le cœur des deux consuls. À cette époque, le rouge carmin, teinte issue de la cochenille, était un luxe réservé à l'aristocratie. Seules les Égyptiennes de la haute société pouvaient se permettre d'acquérir cette nuance très coûteuse. Les Égyptiens aussi du reste, puisqu'à l'époque, tant les hommes que les femmes se fardaient les lèvres et se poudraient la peau. Dans ces civilisations antiques, le rouge à lèvres ne marquait pas une différence de sexe, mais bien plutôt une différence de classe. Le peuple s'éreintait au travail le visage nu, la noblesse dominait les masses, le visage peint. Les différents phares n'avaient pas qu'une fonction d'embellissement, ils avaient également un sens spirituel et un rôle protecteur. Les classes royales emportaient les pots de rouge à lèvres dans leurs tombeaux pour tenir leur rang dans l'au-delà face au jugement des dieux. Les Sumériens, les Assyriens, les Égyptiens, les Romains autorisaient le rouge à lèvres et valorisaient les ornements. Avec les Grecs, les choses sont différentes. Les philosophes s'attaquent violemment au maquillage au nom de l'authenticité. Celui-ci est vu comme une activité vulgaire et trompeuse, un leurre qui détourne de la recherche du beau véritable. Puisque la beauté est liée à la vérité, le maquillage esthétique est une tromperie, un mensonge qui éloigne de cette authenticité. Seul le maquillage médicinal est toléré, baume protecteur et poudre régénératrice. Le rouge à lèvres est proscrit, sauf pour les prostituées, pour lesquelles il est obligatoire. Le Moyen-Âge chrétien n'est pas plus tolérant que l'Antiquité grecque. Comme les philosophes avant eux, les prêtres condamnent le rouge à lèvres et toute forme d'artifice. Les femmes maquillées sont des tentatrices démoniaques, des succubes qui corrompent le cœur des hommes et les détournent de la rédemption divine. Se farder, c'est vouloir corriger l'œuvre du Créateur. Or, tout ce qui éloigne du Créateur rapproche du diable. À la suite de Tertullien, l'Église considère toute forme de maquillage comme un horrible péché d'orgueil, une vanité intolérable. Pour le théologien du IIIe siècle, ce qui est nature est l'œuvre de Dieu, ce qui est factice est l'œuvre du diable. Pourtant, pas plus que les philosophes grecs n'avaient réussi à vaincre le rouge, les prélats de l'Église ne parviennent à détruire le désir de plaire et le désir de se plaire. Comme un compromis entre censure et liberté, le Moyen-Âge invente le nude, avant l'âge. On préfère les couleurs chères, les couleurs claires. On choisit le rose discret plutôt que le rouge vif. On se farde avec légèreté. À défaut de l'accepter, les censeurs tolèrent cet entre-deux entre ostentatoire et authenticité. Mais les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Plus on s'approche de la Renaissance, plus le rouge revient en grâce. Il revient par l'Espagne et par l'Italie, par les pays du sud de l'Europe,
plus tolérante au désir de beauté que ne le sont les pays du Nord, la Grande-Bretagne en tête, déjà affreusement puritaine. Dès l'instant où l'on veut faire sortir le maquillage par la porte, il revient toujours par la fenêtre, porté par l'entêtement inlassable des femmes à poursuivre leur quête de liberté. Là encore, les influenceuses royales font les tendances et défont les modes. Diane de Poitiers, la reine Élisabeth Ier, Catherine de Médicis, la comtesse du Barry, sont des icônes de ce monde oublié. Même les hommes se font précepteurs du bon goût, comme le célèbre roi d'Angleterre, Édouard IV, qui se peignait les lèvres avec un rouge intense, chair crue. Comme durant l'Antiquité, le maquillage est un ornement de la noblesse. Le rouge à lèvres est porté tant par les hommes que par les femmes, pourvu qu'ils soient tous de haute naissance. Le renouveau du rouge sera stoppé net par la Révolution française. Toute forme de maquillage est violemment réprimée car signe de cette aristocratie honnie. Le rouge qui orne les drapeaux ne doit plus recouvrir les bouches. Certains iront jusqu'à réclamer l'échafaud pour les femmes maquillées. Le phare est anti-révolutionnaire. Les commissaires de la Révolution veillent. À vouloir se faire belle, les petites marquises poudrées pourraient en perdre la tête. À cette occasion, les hommes qui ne le portaient plus tellement l'abandonnent définitivement. La Révolution acte la séparation sexuée entre les hommes et les femmes. Le rouge à lèvres devient alors un attribut exclusivement féminin. La révolution industrielle se déploie. Le capitalisme s'installe. Le rouge à lèvres se démocratise et devient un enjeu commercial. Aujourd'hui, le marché du rouge à lèvres représente 1 milliard de tubes vendus chaque année. On brasse des milliards de chiffres d'affaires et de bénéfices dans cette industrie de cosmétiques où les femmes occupent des positions dominantes. On se souvient de la guerre implacable que se livrèrent pendant un demi-siècle les Américaines Elizabeth Arden et Helena Rubinstein à coups de mascara, de blush et de bâton à lèvres. Sans doute n'est-ce qu'un simple hasard si la femme la plus riche de la planète est Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, premier empire cosmétique mondial. Simple hasard ou clin d'œil rieur d'une destinée facétieuse? Quoi qu'il en soit, en matière d'esthétique, le beau sexe sera toujours au centre du jeu. Qui dit industrie, dit technique. Qui dit technique, dit médecine. Qui dit médecine, dit progrès. On interdit peu à peu les substances nocives qui étaient utilisées depuis l'Antiquité. Le mercure du vermillon, le plomb de la céruse, le brome du pourpre de Tyr. Tuer lentement les corps des belles femmes qui voulaient ennoblir leur visage. Des générations de reines, de marquises, de princesses, de femmes tout simplement, se sont empoisonnées à petit feu sans même le savoir. Il fallait être belle, la plus belle peut-être, belle jusqu'à en mourir. Les cosmétiques ont toujours été liés autant à la beauté qu'à la médecine. Il est heureux aujourd'hui que les normes strictes s'appliquent et qu'on ne puisse plus vendre aujourd'hui un produit dont l'innocuité n'aurait pas été démontrée. Au 19e, au 20e, au 21e, le maquillage en général et le rouge à lèvres en particulier restent toujours un enjeu de société. Travailler de mouvements contradictoires en balancier. Tantôt le rouge à lèvres est porté au nu, tantôt il est voué aux gémonies. Ainsi de la reine Victoria, prude et austère, dirigeante du plus grand empire de tous les temps. Loin des Cléopâtres, Diane de Poitiers ou Catherine de Médicis, la reine Victoria refusait tout embellissement, contrariait tout plaisir. Elle était aussi une influenceuse, mais à l'inverse de ses consoeurs iconiques, elle militait contre le rouge à lèvres. L'une des plus puissantes reines de l'histoire refusait l'artifice et militait pour l'authenticité. Celle qui, toute sa vie durant, porta le deuil de son mari défunt, celle qui s'habilla de noir pendant 40 ans, fut la plus grande alliée de tous les puritains. Mais si puissante qu'elle fût, la reine Victoria ne pouvait rien contre l'aspiration universelle des femmes à se peindre les lèvres. Quand la loi l'interdisait, on se maquillait sous cape, on achetait dans les arrière-boutiques, on se fardait de teintes discrètes, on faisait de la contrebande de cosmétiques. Au XXe siècle, encore et toujours, ce déchirement entre les deux camps opposés. D'un côté, les pin-up américaines, Marilyn Monroe, les vedettes de théâtre, Sarah Bernhardt, les stars d'Hollywood, Grace Kelly, les reines du disco, Donna Summer, l'impératrice de la pop, Madonna, amenaient et le rouge à lèvres et la beauté féminine à des sommets. Même les suffragettes, qui lorsqu'elles marchaient pour le droit de vote, revendiquaient rouge à la bouche et bâtonnet à la main. De l'autre côté, dans le camp adverse, on trouve les féministes radicales qui voient dans le rouge une oppression patriarcale. On voit aussi les mouvements hippies
qui prône un retour au naturel. Entre les pros et les antis, c'est une querelle sans fin. Une lutte incessante où le rouge à lèvres s'étouffe parfois, mais toujours triomphe contre vent, marée et pudibonderie. Le fard à lèvres survit à toutes les modes et résiste à toutes les idéologies. Alors sur la forme, le livre paraît comme la version manuscrite d'un bon documentaire. L'écriture est sobre, avec des jeux de mots plaisants et des tournures efficaces. C'est un livre agréable, instructif et sans prétention. C'est un beau livre, une belle couverture, de belles illustrations, entrecoupées d'entrevues avec des experts de toutes sortes qui agrémentent le propos et accentuent cette forme documentaire. Il a même des recettes beauté de toutes les époques. On apprend ainsi que Cléopâtre ou la reine Élisabeth utilisaient des cochenilles, que Puabi et mélangeait les pierres semi-précieuses à de la cire d'abeille, et que les femmes grecques utilisaient la myrrhe, les romaines, la lie de vin, et que les femmes du XVIIIe s'appliquaient du vinaigre coloré ou se mordillaient les lèvres pour provoquer un afflux de sang. Minéral, végétal, animal, des recettes pour les riches et d'autres pour les pauvres. Des recettes inoffensives, d'autres hautement toxiques. En résumé, ce livre n'est pas un ouvrage de référence d'un grand penseur, mais un beau livre, instructif et charmant. La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir, en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous, si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. Ainsi parlait Baudelaire en 1885 dans son éloge au maquillage. Pour le poète, le rouge à lèvres n'est ni un artifice, ni une vanité anecdotique, non plus un moyen d'imiter la nature. En réalité, le maquillage est un art qui permet à la femme de transcender sa nature, de se rendre magnifique, mystérieuse et divine. Loin de la vanité chrétienne, loin de l'authenticité philosophique, loin de la pudibonderie anglicane, Baudelaire voit le maquillage comme un art merveilleux qui élève la femme au rang de déesse. Littéralement, la femme se dore pour être adorée. Miroir, ô bon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Dans un premier mouvement, on pense que les femmes se font belles pour plaire aux hommes. C'est exact, mais insuffisant. En réalité, les femmes se font belles d'abord et surtout pour se plaire à elles-mêmes. Se sentir belle est toujours une démarche qui précède la volonté de séduire, et qui souvent d'ailleurs se suffit à elle-même. Porter du rouge, ce n'est pas anodin, ce n'est pas discret, c'est l'affirmation de soi et la revendication d'une liberté. C'est bien moins physique que psychologique. Le rouge est autant une arme de séduction qu'un bouclier protecteur qui remonte le moral et ravive la féminité. De tout le livre, le passage le plus émouvant se situe à la libération du camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Parmi tous les biens de première nécessité qui arrivèrent au camp, se trouvaient des bâtons de rouge à lèvres. Beaucoup des hommes alors pensèrent de prime abord que ces accessoires étaient futiles, inutiles, superficiels, qu'il aurait mieux valu livrer d'autres denrées à leurs yeux beaucoup plus nécessaires. Grave erreur! Cette livraison de fard à lèvres était sans doute une des choses les plus importantes. Les femmes se les approprièrent avec bonheur, parce que ce rouge à lèvres les rendait à leur féminité que le camp leur avait dérobée. Parce que ces petits bâtons étaient pour elles comme un premier pas d'un retour à l'humanité que la folie fasciste s'était acharnée à éteindre. Contrairement aux apparences, on voit que le rouge à lèvres n'est pas un sujet futile. Par son symbole, il est même un sujet éminemment politique. Deux mouvements opposés ont émaillé son histoire, comme une espèce de balancier contradictoire entre interdit et libération. Comme on l'a vu, du côté des interdits, on a les philosophes et l'authenticité, les prédicateurs et la tentation diabolique, les puritains et leur pudibonderie. Du côté de la liberté, on trouve des femmes, tout simplement. À chaque tentative de restreindre et d'interdire, les femmes se sont battues, bouche et ongles, pour garder le droit de se maquiller et de porter cheveux rouges si chers à leur cœur. Faut-il voir dans l'interdit la patte velue de l'abominable patriarcat? Pour ma part, j'y vois davantage les douloureux effets d'un déchirement sociétal. Car l'interdit semble venir tant des hommes que des femmes. Dans le monde féminin, la douce sororité souvent côtoie l'âpreté sororicide. Les tantes Lydia se retrouvent à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Certaines femmes veulent interdire à leurs consoeurs ce fard aux lèvres qui n'est pas à leur goût. Ainsi des puritaines de l'Amérique ou de l'austère reine Victoria. Ainsi des gardiennes de la révolution en Iran et des femmes islamistes partout ailleurs. Ainsi des féministes d'hier et des néo-féministes d'aujourd'hui. D'ailleurs,
Ces féministes qui refusent aux femmes toute coquetterie au nom d'une lutte contre le patriarcat, les défendent-elles vraiment? Le rouge à lèvres serait-il un apparat réactionnaire? Quel paradoxe que de vouloir interdire le maquillage, le soutien-gorge ou l'épilation au nom de la liberté. Étrange que d'interdire pour être libre. Nous voilà troublés. D'un côté, on nous présente le rouge à lèvres comme émancipateur d'une morale pudibonde, de l'autre, on le dénonce comme le symbole d'une soumission détestable au désir masculin. Qui a raison? Qui a tort? À y réfléchir, peut-être un peu des deux. En effet, si une femme est obligée de porter de fard, alors elle n'est pas plus libre que lorsqu'elle avait l'interdiction d'en porter. Finalement, le féminisme n'est qu'un appel à la liberté. Liberté de porter le rouge, comme liberté de s'en affranchir. En creux, on devine deux sortes de féminisme. Deux chemins pour la libération qui se complètent souvent, mais parfois qui s'opposent. Un premier féminisme, à l'énergie masculine, recherche l'égalité entre hommes et femmes, voulant gommer toute différence, poussant parfois au mimétisme, voire à l'indifférenciation. Un second féminisme, abreuvé d'énergie féminine, affirme avec force les différences de sexe, voire les exagère et ne cherche que la suppression de l'interdit. Il utilise tous les atouts, les armes et les charmes du féminin pour obtenir l'ascendant sur le masculin. Le rouge à lèvres procède de cette seconde manière. En soi, son autorisation est déjà une victoire de la liberté. Une femme bien apprêtée intimide l'homme et acquiert alors un pouvoir sur lui. Le rouge carmin est l'affirmation la plus exacerbée de la féminité. Le rouge qui provoque et le rouge qui protège. Le rouge qui libère et qui ensorcelle. Le rouge qui agace parfois, mais le rouge qui attire et tient les hommes hypnotisés. Alors, finalement, le rouge à lèvres est-il féministe? Lorsqu'il est autorisé, il est fondamentalement féminin. Lorsqu'il est interdit, il devient foncièrement féministe. En période de liberté, ce geste qui porte le bâtonnet aux lèvres n'est qu'une coquetterie. En période d'interdit, il devient une résistance. Le rouge du combat émancipateur à chaque génération renouvelée. Pour ma part, la question est tranchée. Le rouge à lèvres est intrinsèquement féministe. Il ne sera jamais vaincu car les femmes ne laisseront jamais mourir leur désir de liberté. La folle histoire du rouge à lèvres de Rachel Kahn et Christophe Faure, publié en 2023 aux éditions Herscher. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. De mon côté, j'ai également écrit un livre, L'économie libertaire, essai d'utopie fraternelle, que vous pouvez trouver sur toutes les librairies en ligne. Merci à tous.